Des noms de femmes scientifiques. La panique complète, je ne sais pas du tout. Jane Goodall, on dit Goodall, Goodall. J'aurais dit Simone Veil, mais c'est pas vraiment scientifique. Marie Curie. Marie Curie, par exemple. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie, par exemple. Il y en a plein d'autres. Bonjour Marc. Bonjour Barbara. Alors on est ici parce que c'est ici que tout a commencé. On est où exactement? On est en Tunisie, à Tunis, au cœur de la Tunisie. On est Port-de-France, qui est juste à côté. On est dans les Champs-Élysées tunisiennes. C'est l'avenue emblématique de la Tunisie, Habib Bourguiba. Du coup, c'est une avenue qui est très symbolique pour la Tunisie. Oui. Très symbolique pour toi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ici, c'est le cœur du Tunis, où il y avait les grandes manifestations pour la révolution tunisienne. Le 14 janvier, il y avait une marée des personnes énorme pour basculer la dictature. Et ici, on trouve l'ambassade de France qui est juste à côté. On trouve l'église, la mosquée. Donc, c'est vraiment très symbolique. Du coup, cette avenue, elle a symbolisé quoi pour toi dans ta vie? Alors, ici, il y a en fait pour la révolution, il y a deux dates. Il y a le 17 décembre à Sidi Bouzid, il y a le 14 janvier à Tunis. Mais la révolution, elle a commencé à Sidi Bouzid. Et d'ailleurs, vous serez invité chez moi avec un grand plaisir à Sidi Bouzid. Écoute, on va te suivre, comme ça on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé avant que tu viennes à Tunis, pour ensuite mieux découvrir peut-être qui tu es aujourd'hui et ton parcours de vie tel que tu le construis maintenant. Oui, avec plaisir. Là, on est dans l'école primaire de Sidi Bouzid. C'est là où tu as commencé ton parcours scolaire? Oui, on est dans l'école primaire La République. J'ai commencé mes études ici et spécialement, c'est dans cette classe. Donc, si j'ai bien compris, tu as fait 6 ans de primaire ici et tu es allé un petit peu plus loin dans la ville pour faire tes 3 années de collège et tes 3 années de lycée? 4 années de lycée. 4 années de lycée. Ouais. Et après seulement, du coup, tu es partie à Tunis pour les études supérieures. Oui, effectivement, parce qu'à Sidi Bouzid, il n'y a pas de faculté ou université, donc on était obligé de partir à Tunis. Et donc, j'ai resté à Tunis 4 ans. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi comme études à Tunis? J'ai fait une première année SVT. Et puis, j'étais réorientée vers une école de santé pour faire manip radio. D'accord. Et c'est parce que tu souhaitais faire de la manip radio ou c'est qu'on t'a imposé d'aller là-bas plutôt qu'être Ils m'ont imposé pour des engagements politiques, ils m'ont imposé de partir vers cette école où on n'a pas forcément un syndicat, où on ne peut pas parler. Donc ils m'ont dit, il faut faire ton diplôme, tu trouves un job, tu te maries et voilà. Donc ton engagement ne s'est pas arrêté là? Oui. Donc j'imagine que tu as continué, tu peux nous en parler? Oui, on est à Sidi Bouzid et quand on dit Sidi Bouzid, on ne peut pas ne pas parler de la révolution qui s'est déclenchée pas loin d'ici, pas loin de l'école, c'est juste à 2 pas d'ici. Il y avait les jeunes qui supportaient plus l'injustice. On avait beaucoup de chômeurs diplômés. Donc il y avait le déclenchement de la révolution, mais au moment des mouvements, des manifestations, les médias n'étaient pas là. On sait bien que tous les médias étaient pro-régime. Donc j'étais à Tunis et mes amis qui sont restés là m'ont envoyé les premières images de la révolution, mais façon MMS. J'ai dit, mais c'est le moment ou jamais. Donc j'ai posté les photos, les toutes premières photos de la Révolution sur ma page Facebook, qui étaient vite reprises par les médias à l'échelle internationale. Et de là, j'ai documenté la Révolution, surtout la partie à Sidi Bouzid, jour par jour.
Du coup, donc, il y avait cette volonté de crier un petit peu les injustices, une injustice que tu avais l'impression de vivre non seulement finalement en tant que Tunisienne dans certains aspects de ta vie de tous les jours, et puis aussi en tant qu'étudiante. Oui, tout à fait, en tant qu'étudiante, mais surtout en tant que femme, c'était très important pour moi de continuer mes études, de rêver. C'est pourquoi c'était l'engagement dès 2006. Et alors, ton rêve, il t'a amené jusqu'à Clermont-Ferrand ? Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais venir te voir en France dans ton laboratoire. On parlera un petit peu plus de tes recherches et peut-être de ton parcours universitaire là-bas. Avec plaisir. Alors, nous nous sommes quittés en Tunisie. Ici, on est à Clermont-Ferrand, dans ton laboratoire. Oui. Tu travailles où exactement ? Alors, je travaille à l'Institut Pascal. J'ai un bureau à la fac de médecine, un bureau au CHU Estin et un bureau que je partage avec d'autres doctorants à Sigma. Oula, que de parcours. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passé finalement de ton début d'études à Tunis jusqu'à du coup une thèse ici à Clermont-Ferrand ? Alors, j'ai eu une bourse de mérite pour intégrer la faculté d'Auvergne à l'époque. Et j'ai fait un master éducation santé publique. Et puis, j'ai fait un stage au CHU Estin de fin d'études du master. Et le sujet m'a plu énormément avec mon directeur de thèse actuel, Didier Lemery, qui m'a embauchée derrière sur une thèse on travaille sur l'élastographie par onde de cisaillement. Alors justement, tu fais bien d'en parler. Onde de cisaillement, on s'est posé la question en préparant cette interview et on est allé demander aux gens, au grand public, ce que c'était selon eux ces ondes de cisaillement. Je te laisse regarder un petit peu leur réponse. Échographie, oui. Par onde de cisaillement, je vois pas la... Onde de cisaillement, je pense à pas grand-chose, un brûle pour point comme ça. Alors une onde, ça peut être quelque chose d'invisible, comme le Wi-Fi. Des ondes en forme de ciseaux, peut-être ? Cisaillement, je dirais quelque chose qui coupe. Je dirais que c'est quelque chose qui fait une interférence, peut-être. Ça me fait penser à de la musique expérimentale. C'est pas dangereux ? C'est pas dangereux. Alors, verdict. Déjà, il y a quelques mots qui sortaient. Ciseaux, musique. Bien sûr, musique, c'est très beau. Hein. Mais moi, je travaille sur une technique nouvelle. C'est normal que tout le monde n'est pas familiarisé sur cette technique. Elle est nouvelle. Elle s'appelle l'élastographie. Quand on dit élasto, c'est-à-dire l'élasticité des tissus. Et onde de cisaillement, parce que cette onde, on envoie un front d'onde ultrasonore qui est utilisé dans l'échographie clinique habituelle, classique. Et ce front d'onde va créer une onde de cisaillement qui va perturber le tissu et donc du coup on recueille l'élasticité du tissu. Donc on ne coupe pas. Quel est l'intérêt de cette technique ? Alors cette technique nous donne une information sur l'élasticité des tissus. Les échographies, les techniques classiques d'échographie ne donnent pas cette information. Parce par exemple pour la femme enceinte, on ne va pas piocher dans le ventre pour palper le tissu fœtal et avoir cette information. Donc cette technique nous donne cette possibilité. Donc c'est intéressant pour le diagnostic, en préopératoire, ce genre de choses. Oui, et surtout par exemple dans le domaine obstétrical, elle est très intéressante dans le suivi de développement des tissus pulmonaires. Ça, c'est une application parmi d'autres. Alors j'imagine que c'est compliqué d'aller faire des tests grandeur nature sur des femmes enceintes. C'est pas compliqué, c'est éthiquement, c'est pas envisageable. Même sur des animaux, c'est très compliqué. Donc, du coup, tu travailles sur quoi ? Alors, je travaille sur un fantôme, mon petit Casper. Et voilà le petit bébé. C'est un tissu qui imite le tissu humain. Donc, on fait des échographies et toute cette installation, c'est pour vérifier. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est dangereux ? Et c'est une question, c'est tout un chapitre dans ma thèse, est-ce que c'est aussi dangereux ? Donc, cette installation, ce sont des thermocouples avec un central d'acquisition. D'accord. Et quand on fait l'échographie, on suit
avec en temps réel l'échauffement, la variation de température. Et on commence l'enregistrement. Mais on n'a pas l'échographie avec nous, l'échographe. Donc je vais essayer d'appuyer et on voit à temps réel que ça commence à... Il y a une augmentée, il y a une variation de température. Et avec l'échographe, on voit ça très clairement. Donc on voit une montée de l'échauffement, de la température. Et après, c'est la biostat qu'on récupère ces données pour les traiter et avoir des courbes comme celle-là. Ah oui, ça monte pas mal. On a un seuil à ne pas dépasser qui est entre 1 degré jusqu'à 1,5 degré. Ça dépend aussi de l'application. Et alors justement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que pour le moment, au regard de tes résultats, ce serait dangereux d'utiliser donc cette technique sur des fœtus? Alors, je ne peux pas te répondre. Après la thèse, je peux te répondre sur cette question. Eh bien, j'ai hâte. Bon, ça va, Mara? T'as passé une bonne journée? Oui, un peu de rédaction de la thèse, bien sûr. Bah oui, j'imagine. Mais moi, j'aimerais bien qu'on finisse la vidéo en parlant d'autre chose que de ta thèse, si ça t'embête pas. Et peut-être de ton combat qu'on a légèrement abordé en Tunisie pour l'égalité femmes-hommes. Oui. Donc c'est un combat quotidien. C'est aussi ce qui t'a amené ici finalement. Et du coup, on voulait avoir ton avis. On a demandé aux gens dans la rue ce qu'ils pensaient, eux, des possibilités pour améliorer l'égalité hommes-femmes et surtout la place des femmes dans la société. D'accord. Je te propose de découvrir ce qu'ils proposent et de nous dire un petit peu ce que toi tu imaginerais pour améliorer la place des femmes dans la société. Eh bien, parfait. Comment on peut améliorer la place des femmes dans la société actuelle? Alors, vaste question. C'est un peu compliqué ça quand même, hein, parce qu'on part un peu avec du recul et du retard. Je pense qu'on est encore, enfin ça fait que quelques milliers d'années qu'on évolue, donc il va y avoir encore pas mal de machisme, le machisme instinctif, animal quoi. En leur donnant un salaire équivalent à l'homme déjà. Peut-être augmenter le congé parental masculin pour égaliser un certain nombre de situations. Égaliser les droits quand c'est pas déjà le cas. Sur la langue aussi, donc la langue qui est un peu sexiste. Sinon, laisser de la place, laisser de la place aux femmes, dans la gouvernance par exemple. Voilà. Que les femmes s'affirment, que les femmes n'aient pas peur, que les femmes osent, ne se disent pas qu'elles sont inférieures ou différentes et surtout ne prennent pas leur sexe pour une excuse non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on est aussi responsable de cette image-là. Il ne faut pas se victimiser, il ne faut pas culpabiliser non plus. Voilà, il ne faut pas regarder la femme comme un objet. C'est une femme, comme tout le monde. C'est la vérité. C'est la vérité. D'abord, il faut la respecter. S'il n'y a pas de respect, ils ne peuvent rien faire. Il y a le respect, il y a la confiance et l'égalité, les trois mots qui tournent sur cette vidéo. Mais également, ce sont les mots qui ressortent de mes interventions dans les lycées et les collèges. Les shows scientifiques et les shows pour l'égalité filles-garçons dans les sciences. Quand je pose une question, pratiquement ce sont les garçons qui répondent au départ. Donc c'est une question de confiance et de parole. Si quelqu'un, on ne va pas donner la parole aux filles, ce sont les filles qui vont prendre la parole. Oui, parce que toi, ton combat, il est sur l'égalité femmes-hommes et plus ciblé dans les sciences. Oui. Donc c'est un combat que tu mènes avec la Fondation L'Oréal de l'UNESCO, c'est ça? Oui, puisque je suis ambassadrice du programme For Girls in Science de la Fondation L'Oréal de l'UNESCO. Donc je rencontre maintenant sur l'année des milliers de filles et garçons, parce que les choses ne sont pas destinées juste aux filles, c'est un combat des filles et des garçons, des hommes et des femmes. Donc c'est dans le domaine scientifique, mais moi mon combat dès le départ c'est aussi dans la société.
C'est pourquoi on parle des salaires, l'égalité des salaires, la place de la femme dans la société. La femme, comme disait, c'est pas un objet, mais cette phrase, moi, je la conteste. Il ne faut pas qu'elle existe, cette phrase, parce qu'on ne dit jamais un homme est un objet. Si on revient un petit peu sur la place des femmes dans les sciences, il y avait une autre question qui est ressortie du micro-trottoir et j'aimerais bien que tu lui apportes une réponse. Parce qu'à mon avis, tu as la réponse. Et dans les sciences, alors ça c'est très bizarre, parce qu'en fait, alors pour faire des mathématiques, si vous voulez, les concours sont ouverts autant aux femmes qu'aux hommes, et les études pareil, pourtant on a, j'allais dire, 75% d'hommes et 25% de femmes, et encore, peut-être j'exagère, mais il y a vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes en mathématiques. Alors, est-ce que toi tu as la réponse? C'est une question de mentalité. Parce que dès qu'on arrête de donner à une fille une poupée dès le jeune âge et à un garçon des Legos, on conditionne une fille de faire des filières de littérature, de biologie, d'assistance et le garçon à faire des études d'ingénierie, de mathématiques. Quand on arrête de donner ces deux jouets on va trouver des filles qui vont faire des mathématiques. Et la question se pose au baccalauréat. On trouve que le bac S, les filles réussissent le bac S et on a des chiffres de 56% de filles qui réussissent le bac S avec mention. Mais après, on ne les retrouve pas dans ces filières de physique, des sciences fondamentales. Elles sont où? C'est le manque de confiance. Alors justement, c'est quand même un terme important, tu parles de confiance. J'imagine que toi, si tu as pu en arriver là aujourd'hui, c'est parce que tu as eu la confiance de ta famille. J'imagine qu'ils t'ont soutenu et je pense que c'était pas forcément évident puisque tu viens quand même de Tunisie. Je pense que certaines fois, la question de la place des femmes est peut-être pas la même qu'en France. Alors pour la Tunisie, j'ai eu de la chance d'être en Tunisie parce qu'elle est quand même pionnière des droits de la femme par rapport au monde arabe. Donc on a acquis certaines libertés, certains droits. Mais moi j'étais soutenue, oui. Moi je viens de Sidi Bouzid, donc j'étais soutenue et j'avais de la chance d'être avec une famille qui m'a laissé de faire mes propres choix. Et du coup aujourd'hui tu vis un petit peu entre la France et la Tunisie. Ton avenir tu le vois où plus tard? Entre les deux. Entre les deux? Entre les deux, entre la France, entre la Tunisie, mon pays natal où j'ai grandi, et la France, mon pays d'adoption, où j'ai fait mes études, où j'ai ma deuxième famille, où je partage plein de valeurs avec ce beau pays. Merci pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et peut-être juste une toute petite dernière question avant de te libérer. Est-ce que tu pourrais me citer une femme scientifique qui t'a inspirée et qui t'a peut-être donné envie d'avoir ce parcours-là? Moi, je vais te citer une femme, pas scientifique, mais qui a changé ma vie, c'est ma mère. Merci. Avec plaisir. Voilà. Je trouve pas qu'il y ait d'icône qui soit beau à part Björk. Ça marche? Pardon, oui. Mais d'habitude, tu fais le clap-clap, tu vois, ça me perturbe. Est-ce que tu veux qu'on fasse le clap-clap? Clap. Est-ce que tu pourrais me citer des femmes scientifiques célèbres? Ouais. La grosse question. J'ai pas réfléchi au score. Suspense. Non, en fait, j'ai failli dire qu'il faut avoir des couilles. Vous pouvez conduire juste plus doucement, s'il vous plaît? Du coup, c'est quoi la matière dedans? C'est du gel d'agar-agar et d'autres compositions. Ok, donc le tissu humain ressemble à l'agar-agar, on pourrait être une confiture. Action! Et je garde ça. Si, oui, si tu veux, t'as le droit. Mais toi, elle est où? Bah oui, moi j'ai déjà fini ma bière et ça faisait ivrogne la bière vide. Et ça, il va le garder au best-of, le con. J'en ai marre de lui. Bah oui, c'est pour ça que je le vois rigoler là-bas. En mode, ah, ça va être dans le best-of.